Bonjour à tous, je suis très heureuse aujourd'hui de recevoir Philippe Vion-Dury, rédacteur en chef du magazine Social Terre et auteur l'an dernier d'un livre sur le projet politique de la Silicon Valley. J'avais très envie de l'interroger aujourd'hui sur les nouveaux liens en train de se tisser au niveau mondial entre les États et ce qu'on appelle les GAFA, ces grandes multinationales de la Silicon Valley, Google, Amazon, Facebook. Alors Philippe Vion-Dury, bonjour. Philosophiquement, on sait que la Silicon Valley est réputée être d'inspiration libertaire. Le problème, c'est que dans les faits, on sait aussi que Google s'est associé, par exemple, récemment avec le ministère de la Défense américain pour lutter contre certains sites russes accusés de répandre les fameuses fake news. Et on sait aussi qu'il y a eu des transferts de technologie entre les GAFA et les États. Alors, quelle est la réalité de ces liens aujourd'hui ? Alors, il faut effectivement distinguer la relation qu'ont les entreprises de la Silicon Valley et américaines en général avec la figure de l'État, la relation qu'elles ont avec l'État américain et avec les États en général, parce que c'est quand même assez à chaque fois distinct. Effectivement, philosophiquement, culturellement, la Silicon Valley s'inscrit dans une tradition libertaire qui remonte à la période hippie, années 60-70, au communalisme. Donc en fait, cette période, ce qui s'est passé, c'est que les hippies sont arrivés en Californie, ont tenté des expériences libertaires qui ont échoué. Et progressivement, dans les années 60 et 80, l'esprit hippie et communaliste a été intégré à la Silicon Valley, qui était naissante. Et cet esprit a donné un vernis progressiste, un vernis cool à la Silicon Valley. Donc ça, après on arrive à la nouvelle économie des années 90, on retrouve les écrits de Kevin Kelly, donc ça devient le techno-libertarisme, un techno-glamour un peu, donc la technologie devient cool, faire du business ça devient cool aussi. Et donc il y a encore des résurgences de l'esprit premier libertaire, notamment avec la déclaration du cyberespace, d'indépendance du cyberespace de Barlow en 95, où il parle des États comme des géants de chair et d'acier qui n'ont pas droit de passage dans le cyberespace. Donc il y a encore cette tradition libertaire qui s'exprime à ce moment-là. Maintenant, effectivement, il n'en reste plus rien. Il n'en reste plus que le vernis. Il y a encore ce discours autour de l'État dont on doit se protéger, on doit limiter l'influence, mais dans les faits, des alliances ont été nouées depuis très longtemps entre l'État américain et les GAFA, et les entreprises de la Silicon Valley et les entreprises américaines en général, qui sont multiples. Effectivement, depuis les années 80, il y a des transferts technologiques très importants entre les entreprises tech et l'État américain, notamment formalisés par la loi BDA en 80, Bayh-Dole Act, qui en fait crée une synergie entre les laboratoires de recherche, les universités, les entreprises américaines et l'État. Des transferts technologiques qui doivent permettre d'accélérer l'innovation et la compétitivité et l'avance des États-Unis en termes de technologie. Donc des liens très profonds sont tissés, qu'on voit encore aujourd'hui. Par exemple, quand on voit des projets de police prédictive se faire dans les villes américaines, en fait, ce sont souvent des laboratoires en coopération avec la municipalité, avec l'État, avec des entreprises. Donc, alors, police prédictive, expliquez-nous ce que c'est exactement. Donc, par exemple, ce sont des projets expérimentaux, par exemple menés à Chicago et aussi en Californie, qui consistent à tenter de quadriller la ville, de créer un logiciel qui permet de quadriller la ville et de faire ressortir des hotspots, donc des points chauds, qui seraient calculés algorithmiquement. C'est-à-dire qu'on enverrait la police à des endroits précis qui auraient été indiqués par le système sur la base de plein de données, donc de différents flux de données qui seraient traités, corrélés. Et donc par exemple, s'il pleut, s'il y a un événement sportif, s'il y a une panne dans l'éclairage public et que c'est une zone sensible, eh bien la zone devient un hotspot maximal et on envoie préventivement des forces de police sur place. Donc c'est une sorte de nouvelle gestion du crime, pas tellement prédictive, mais Minority Report. Voilà, c'est l'esprit. Donc typiquement, ce genre de projets se font main dans la main entre les différents acteurs américains. Donc on voit que cette collaboration existe déjà et depuis longtemps. Et il y a aussi évidemment la question du capitalisme mondialisé et des GAFA. Et en fait, quand on relit les rapports de l'administration Clinton,
notamment des rapports signés par Clinton et par Al Gore en 1998, on voit qu'il y a une stratégie, c'est écrit noir sur blanc, hein, une stratégie mise en place pour faire d'Internet et des nouvelles technologies un marché mondial, un marché ultime dont il faut favoriser l'expansion, et qu'il faut faire en sorte que ce que deviendront les GAFA plus tard et d'autres, que les entreprises américaines, les champions américains tiennent les places fortes de ce marché ultime en fait. Et donc pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Et ça c'est encore une fois écrit noir sur blanc, il faut maintenir la dérégulation dans tous les pays. C'est-à-dire que moins c'est régulé, plus les parts de marché seront facilement prises par les acteurs américains. Donc c'est écrit noir sur blanc, et donc là on voit clairement une alliance où on voit l'État américain venir en soutien des entreprises et les entreprises en soutien de l'État, et donc des liens se tisser. Et bien sûr, il y a aussi la question du renseignement et des transferts de données. Donc on l'a vu avec l'affaire Snowden, où derrière les parades des acteurs qui essaient de dire non, nous sommes respectueux des droits des individus, de leur vie privée, etc. En fait, il y avait des transferts massifs de données à l'échelle quasiment industrielle des acteurs du web américains vers l'État américain. Et donc après, on a eu toute l'affaire qui a explosé, et on se rend compte qu'effectivement, c'était depuis longtemps instauré, et que donc il y a des relations à tous les niveaux entre les acteurs américains et l'État américain. Après, la relation avec les autres États est très différente, notamment les États européens. Pour en revenir à ce que vous disiez à l'instant sur la dérégulation qui favorise les multinationales américaines, dans cette optique-là, le macronisme en France pourrait être un acteur utile de la stratégie des GAFA. Il faut définir encore ce que c'est que le macronisme, je ne sais pas précisément ce que c'est aujourd'hui. Effectivement, tout ce qui va dans le sens d'une dérégulation ou d'un aménagement favorise a priori la stratégie des GAFA. Maintenant, il faut voir dans le détail, on ne peut pas non plus, je ne prendrai pas le risque de faire tout de suite une généralisation, mais néanmoins, effectivement, aujourd'hui, les GAFA, il faut comprendre qu'en Europe, il y a une stratégie de neutralisation des États. Alors là, les États européens, par contre, ce ne sont pas leurs amis. On revient à la stratégie Clinton, c'est-à-dire dans l'idée que toute régulation est mauvaise pour les entreprises américaines. Et on voit une neutralisation par la fiscalité. On essaye de contourner en jouant les uns contre les autres les États avec l'optimisation fiscale, avec l'Irlande qui est un paradis fiscal presque au sein de l'Europe. Hein. On essaye de neutraliser la fiscalité des États pour garder du profit, conserver du profit. On essaye de neutraliser les États par le lobbying, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il vaut mieux payer 10 millions, c'est à peu près les chiffres, par an en lobbying à Bruxelles, que payer 10 milliards d'amendes quand on se rend compte qu'en fait, on a truqué les algorithmes ou qu'on a trompé la loi, etc. Donc c'est beaucoup plus rentable. Ça concerne les députés de tous les pays européens, ce lobbying Je n'ai pas une expertise en lobbying, je sais juste qu'effectivement aujourd'hui les GAFA sont devenus les premiers groupes lobbyistes à Bruxelles, et enfin, ils sont dans les top 5 en tout cas, à Bruxelles et à Washington. Donc effectivement ils dépensent plusieurs millions par an pour influencer ou pour retarder certaines lois. Après, il faudrait voir dans le détail à chaque fois, il faudrait faire de généralisation, mais quand même, ils sont très présents. Et effectivement, c'est beaucoup plus rentable pour eux d'influencer sur les lois et de les neutraliser par les acteurs, les législateurs et régulateurs, qu'en fait, en payant des amendes très très fortes. Et il y a aussi une neutralisation technologique qui est qu'en fait, on appelle ça une stratégie du fait accompli. On va beaucoup plus vite que ce que peut réguler le législateur ou le régulateur, puisqu'en fait, les technologies qu'on invente sont déjà trop avancées pour la loi. Et que quand la loi rattrape l'état de l'art de la technique, c'est déjà trop tard, parce qu'ils sont déjà allés encore un peu plus loin. Ou alors ils sont devenus tellement gros sur le marché que c'est très difficile, par exemple, d'interdire aujourd'hui Uber, par exemple. On ne peut pas interdire Uber maintenant. À Londres, c'est tenté. Oui, alors bien sûr, il y a des acteurs qui ont été plus courageux que d'autres peut-être, et l'Italie aussi. Mais ça devient beaucoup plus compliqué. D'ailleurs, ce que donne l'expérience. Je ne pourrais pas répondre à cette question. Mais effectivement, on peut toujours, mais ça devient beaucoup plus compliqué une fois qu'un acteur s'est imposé à une avance technologique qui rend difficile la maîtrise de cette technologie et qui en plus est devenu un service utilisé par tous. C'est très difficile de venir et dire on régule, on interdit. Donc c'est des stratégies de neutralisation des États qui sont mises en place. Effectivement, l'État est l'ennemi des GAFA aujourd'hui. Est-ce que l'élection de Trump aux États-Unis et les mises en cause, par exemple, de Facebook dans cette affaire, hein, qui est accusée de ne pas avoir régulé la circulation de l'information pendant la campagne et d'avoir laissé des sites sponsorisés par la Russie répandre ce qu'on appelle des fake news, est-ce que ça a changé quelque chose de l'image des GAFA,
tout cas de Facebook aux États-Unis, qui est quand même un petit peu obligé de montrer patte blanche aujourd'hui sur cette affaire. Oui, effectivement, ils doivent montrer patte blanche. Est-ce que ça a changé? Le temps le dira. En tout cas, ce qui a changé, c'est qu'effectivement, il y a une prise de conscience de la puissance de Facebook et il faut aussi mettre Google dans le lot, hein, parce que l'algorithme de référencement des recherches de Google a pour moi une puissance encore supérieure à celui de Facebook. C'est un autre débat. Mais effectivement, il y a une prise de conscience de l'importance. Et ça, c'est très bien. C'est dommage, je trouve, que ça se fasse dans le cadre des fake news, qui est pour moi un débat un peu glissant. Mais on va y venir. Mais effectivement, cette prise de conscience, et d'ailleurs la loi de Macron sur les fake news, le fait que Macron, ou que le régulateur, qu'Emmanuel Macron, le président Macron, ou le régulateur veuille s'en mêler, c'est très bien, puisqu'on ne peut pas reprocher d'un côté que les plateformes fassent ce qu'elles veulent, sans audit, sans contrôle éthique, en faisant fi de toutes les régulations, et puis que quand le régulateur arrive et dit on va faire quelque chose, tout de suite le soupçonner de vouloir mal faire, etc. Il faut quand même rester un peu prudent. Mais en tout cas, voilà, par exemple, le projet de loi de Macron montre qu'il y a une prise de conscience. Alors après, c'est toujours pareil. Est-ce que c'est la bonne prise de conscience? Est-ce qu'on pointe le mal et non pas le symptôme? Et puis, quels seront vraiment les effets du débat des fake news sur l'image de Facebook? Pour moi, c'est quand même assez minime. Les gens, en vrai, ne se soucient pas tant que ça. Ils ne sont pas forcément tous très concernés par les fake news. Et donc, c'est un débat qui reste assez abstrait pour beaucoup de nos concitoyens, je pense. Quand même, pour rester un petit moment sur cette annonce qui a été faite par Emmanuel Macron au moment des vœux à la presse, vous qui connaissez bien l'univers des GAFA, quel est le sens quand même qui peut se dessiner? Est-ce que ça peut esquisser un début de coopération entre l'État français et Google et Facebook, par exemple? Il y en a déjà eu, hein, notamment avec les vidéos de djihadisme avec YouTube, par exemple. Hein, donc ce ne sera pas nouveau de voir l'État français vouloir collaborer ou faire ça à deux avec une plateforme. Oui, donc il faudrait voir précisément ce que c'est que le projet de loi Macron, puisqu'aujourd'hui, on n'en a pas la moindre idée. On a juste deux indications, c'est que ce serait, en période électorale, une sorte de contrôle renforcé et un contrôle express du juge. Le problème, c'est que c'est deux signaux assez mauvais. Parce que déjà, il y a déjà une loi qui aujourd'hui punit la propagation de rumeurs. Donc là, ce renforcement autour de l'élection, ça veut dire que on se rapproche quand même du délit d'opinion à un moment, c'est-à-dire où est-ce qu'on va mettre la distinction entre une fausse nouvelle et une nouvelle idéologique, une interprétation idéologique des faits. Dans le cas d'une campagne, c'est compliqué, donc c'est un risque. Et puis le contrôle express du juge, ça veut dire moins de recul démocratique, moins de contrôle démocratique, moins de contrôle juridique. Donc c'est deux nouvelles à prendre avec des pincettes. Est-ce que les réseaux sociaux ne présentent pas finalement des dangers beaucoup plus importants que le simple fait de répandre des fake news? Bon, ça c'est peut-être, on arrive au cœur d'ailleurs de votre travail, de ce que vous exposez dans le livre. Vous mettez en lumière l'impact de la personnalisation des contenus qui peuvent créer, par exemple, ce qu'on a pu appeler des boucles auto-persuasives qui finalement pèsent sur l'élection autant, sinon beaucoup plus que les fake news proprement dites. Et puis bien sûr, comme vous l'évoquiez à l'instant, il y a la question du déréférencement possible de certains sites qui posent des problèmes démocratiques, puisque tout ça se fait quand même de façon opaque par des algorithmes dont on n'a pas le secret. Alors effectivement, tout le monde s'est jeté sur les fake news et les présente comme une menace pour la démocratie, avec quand même toujours un peu l'idée, c'est mon interprétation, mais un peu l'idée quand même que les gens ont mal voté. Ils ont voté Trump, ils ont voté Brexit, ils ont voté contre le traité 2005. S'ils ont mal voté, c'est qu'ils ont mal compris, donc c'est qu'il faut faire plus de pédagogie, ou alors c'est qu'ils ont lu des fake news. Donc ça serait ça le danger. Donc moi je pense que c'est prendre un symptôme pour le mal, c'est un peu un pansement sur une jambe de bois donc. C'est-à-dire que la racine du mal est quand même la défiance, la crise de confiance dans la démocratie, dans les élites politiques, intellectuelles, journalistiques. C'est quand même ça le problème. Donc si on écarte un peu ce problème, qu'on prend un pas de côté, puisqu'en plus les études récentes sérieuses montrent quand même que les fake news ont un impact assez limité pour l'instant, tout le monde est assez prudent, on ne sait pas vraiment estimer l'impact que ça a eu, donc il faudrait quand même qu'on nous prouve que ça a vraiment pu influencer l'élection profondément. En revanche, effectivement, il y a d'autres, ça fait une sorte de rideau de fumée face à toutes les autres techniques mises en place sur les réseaux sociaux et qui sont elles-mêmes problématiques.
comme par exemple ce qu'on appelle les bulles filtrantes, ou les bulles de filtre, qui est l'idée que si on est de gauche, eh bien on va lire que les contenus de gauche. Si on est de droite, on va lire que les contenus de droite. Si on appartient à une communauté, on va être inondé de contenus qui nous ressemblent. Donc ça, ce sont des algorithmes de personnalisation qui essayent de mathématiser, de circonscrire notre caractère, nos envies, nos désirs, de les anticiper et de fournir exactement ce dont on a envie. Or, quand Facebook, par exemple, devient le premier médium d'information d'une partie de la population, une partie de plus en plus importante de la population, c'est problématique de fournir à des gens, sur un espace d'échange, que ce qui leur ressemble. C'est-à-dire qu'on les prive du débat contradictoire, qui est la fondation même de l'exercice démocratique, de la construction de l'opinion publique dans une démocratie. Donc c'est effectivement assez dangereux. On parlait de référencement pour Google. Il y a déjà aujourd'hui des sites comme The Intercept en Amérique, un site d'investigation né après Snowden d'ailleurs, ou le World Socialist Website, qui aujourd'hui se perdent d'avoir perdu de l'audience. À cause des algorithmes. C'est ça, c'est-à-dire que l'algorithme de référencement de... Oui, on est certain, puisque le changement d'algorithme a coïncidé avec la perte d'audience. Maintenant, ce n'est pas forcément volontaire. Des pertes d'audience très significatives ? Oui, je crois que c'est 30% ou 40% de l'audience, c'était assez énorme. Donc, effectivement, que ce soit volontaire ou pas, c'est même pas la question. Le simple changement d'algorithme, les méthodes algorithmiques sur Google, peut complètement invisibiliser un média, par exemple. Donc, ça peut avoir un impact énorme, ce qui d'ailleurs les pousse dans les bras ensuite de Facebook, de Google, à faire des partenariats, de visibilité, à se plier à leurs règles, puisqu'ils veulent rester visibles. Donc ça, c'est très perturbant, et je pourrais reprendre les travaux de Robert Epstein, un sociologue, qui avait étudié l'impact que pouvait avoir Google sur une élection. Et en fait, il montrait dans ses travaux que dans le cas d'une course présidentielle à deux candidats très serrés, un simple changement d'algorithme qui du coup mettrait plus ou moins en valeur sur Google certains contenus, certains candidats, pouvait complètement faire basculer un côté ou de l'autre une élection. Ça, c'était ses recherches, il faudrait croiser avec d'autres recherches, il faudrait bien sûr, évidemment, il y a un débat contradictoire chez les sociologues aussi, mais on voit quand même que l'influence que prennent les acteurs, les GAFA, surtout Facebook et Google, qui sont des médiateurs d'information, est énorme. Et ces problèmes-là me semblent autrement plus significatifs que le fake news, qui est finalement massivement un acte de défiance déjà, et surtout le prolongement de quelque chose qui existait déjà, et dont l'ampleur aujourd'hui est difficile à estimer. Mais au point où nous en sommes, Facebook et Google étant devenus vraiment les vrais kiosques mondiaux de l'information, est-ce que les États peuvent encore reprendre la main, et de quelle façon ? C'est une vaste question, mais déjà il y a une responsabilité, je pense, de la part des citoyens déjà, de s'informer différemment, de prendre conscience de ces problèmes. Donc c'est aussi à nous, notre rôle, de les informer des problèmes, donc on se mord un peu la queue, mais... ensuite, il y a la responsabilité quand même des journalistes aussi, de ne pas forcément passer tous les accords qu'on voit aujourd'hui. C'est-à-dire que on va sûrement y revenir. Ouais. Après, qu'est-ce que peut faire concrètement l'État ? C'est très compliqué. Je veux dire, à part de l'éducation, que les gens changent d'habitude sur l'information, qu'on sensibilise les journalistes, qu'on débloque des fonds à l'innovation, des nouveaux médias. Je ne vois pas comment on peut réguler le fait que les gens aient moins de désir de s'informer via les canaux classiques de l'information, c'est-à-dire en achetant un journal, par exemple. Est-ce que vous utilisez Facebook ? J'utilise Facebook. Mais ça nous ramène à un autre problème. Est-ce que vous vous sentez coupable quand vous utilisez Facebook ? C'est sûr que on préférerait être totalement en accord avec, sinon ses engagements, au moins ses idées. Maintenant, ça soulève un autre problème, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on dit souvent oui, mais si vous n'êtes pas content, arrêtez d'utiliser Google, arrêtez d'utiliser Facebook. Oui, mais non, c'est pas si facile. Aujourd'hui, Twitter et Facebook, par exemple, sont indispensables dans l'exercice de multiples professions aujourd'hui. Dont celle de journaliste. Donc celle de journaliste. Moi, je suis contraint aujourd'hui d'être présent sur les différents canaux d'information que les gens utilisent. Donc c'est assez compliqué. Et ça me ramène à une notion que j'aime beaucoup de monopole radical développée par Ivan Illich dans les années 70, qui dit, en gros, au début de la voiture, on avait le choix entre en avoir une et pas en avoir, et ensuite on n'a eu plus que le choix d'avoir une Mercedes ou une Toyota. C'est-à-dire qu'en fait, quand une technique est devenue massive, c'est vraiment infusé dans la société, et c'est à rejoindre le cœur de la société. Ensuite, il n'y a plus le choix de l'esquiver, donc elle s'impose à nous. Et maintenant, la question n'est même plus savoir pour ou contre Facebook. C'est vrai que c'est devenu... le débat est plus comment encadrer tout ça, mais drastiquement.
Dernière question qui nous ramène à la question du journalisme et évidemment à des problèmes que nous nous posons ici aux médias. On sait désormais que Facebook rémunère de nombreuses grandes rédactions françaises de façon à ce que celles-ci produisent du contenu, notamment vidéo, adapté à Facebook. On parle de millions d'euros qui seraient comme ça déversés sur la presse française. On dit que dans des rédactions comme LCI, les 2/3 de la rédaction web sont financés grâce à ces fonds-là. J'aimerais savoir à vos yeux, qu'est-ce que cette dépendance financière d'un type nouveau en train de se créer entre les journalistes et les GAFA peut entraîner comme conséquence à long terme ? Alors, les conséquences, elles sont déjà à court terme, elles sont déjà là en fait. En fait, le péché originel, c'est que les journalistes, les médias ne sont jamais unis. Ils n'ont pas du tout pris conscience au début des problèmes que ça posait. Chacun a joué sa carte dans son coin. D'ailleurs, c'est une stratégie classique des GAFA, diviser pour mieux régner. Ça marche pour les États, ça marche pour les médias. Et il se trouve que du coup, chaque média a joué ses propres intérêts et donc il fallait être présent. Il fallait être présent sur Facebook, présent sur Twitter, donc placer des moyens pour y être bien présent. Et il se trouve que maintenant, du coup, tout le monde en est dépendant et que c'est très compliqué maintenant de faire marche arrière. Pour beaucoup de médias, si on leur enlève l'audience Facebook, ils s'écroulent. Donc, évidemment, le problème, c'est qu'il y a un renversement entre le producteur, dans la hiérarchie, entre le producteur et le diffuseur. Avant, il y avait le producteur qui était quand même celui qui décidait vraiment, et maintenant on se rend compte que le diffuseur peut décider tout autant que le producteur, voire plus. Imposer par exemple aux journalistes de certains formats. Il faut que les vidéos soient moins de 3 minutes, il faut que les textes soient intégrés dans Facebook Instant. Donc on voit que peu à peu ils imposent leurs propres règles. Et là, les dernières annonces qu'on a vues de Facebook, qui étaient donc d'une modification de l'algorithme de newsfeed, donc de fil d'actualité, qui va du coup moins mettre en avant les actualités, pour plus mettre en avant des contenus sociaux et des contenus où les gens interagissent beaucoup. Ce qui d'ailleurs, pour moi, va renforcer les fake news, puisque les contenus où les gens interagissent beaucoup, c'est justement ceux, généralement, qui sont les plus provocateurs. En tout cas, cette annonce-là fait que les médias sont en panique puisqu'ils vont être déréférencés, donc avoir moins d'accès, de visibilité chez les utilisateurs de Facebook. Donc, qu'est-ce qui va se passer très logiquement? C'est que certains vont négocier et payer encore plus Facebook. Cette fois, ça va plus être dans le sens inverse, qu'ils vont payer Facebook pour être mieux référencés, pour être plus visibles. Donc, finalement, chacun va encore une fois jouer son propre camp et essayer de s'imposer par rapport aux autres, avec le grand gagnant qui est à la fin Facebook, toujours. Et voilà, et puis Facebook, quand on dit maintenant on ne met plus en avant les vidéos de moins de 2 minutes, mais les vidéos entre 2 et 5 minutes, eh bien, ils rebattent toutes les cartes et tous les investissements qu'ont fait les rédactions. Donc il n'y a aucune considération pour le travail des journalistes ou pour leur structure, la structure des médias. Il n'y a qu'un acteur qui doit juste ménager la chèvre et le chou et le fait selon ses propres intérêts. Et donc là, on va soit voir dépérir les médias, soit voir la compétition se renforcer au profit d'une information qui est souvent quand même drôle, décalée, anecdotique, puisque c'est celle qui crée le plus d'interactions. Et qui dit interaction pour Facebook dit money time. Monétisation. Voilà. Merci beaucoup, Philippe Vionduri, d'être venu nous voir. Je rappelle le titre de votre livre que je recommande vivement, La nouvelle servitude volontaire, enquête sur le projet politique de la Silicon Valley aux éditions FIP. Merci.